liberté. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Joliba TV News. Bienvenue dans ce numéro de l'émission En toute liberté. En toute liberté, c'est votre tribune qui donne la parole aux acteurs politiques, mais aussi aux acteurs de la société civile. Objectif, faire bouger les lignes et faire vivre notre jeune démocratie. À Joliba TV News, nous ferons le serment de faire la télé en libéralisant la parole publique, mais aussi d'œuvrer au quotidien pour une information plurielle au service du citoyen et de la démocratie. Notre invité est un acteur de premier plan du mouvement démocratique au Mali, ancien secrétaire général de l'UNEM, Union nationale des élèves et étudiants du Mali. L'homme est connu et reconnu pour son génie politique et ses prises de position courageuses sur l'état de la gouvernance dans le pays. Deux fois candidat malheureux à la présidentielle malienne, il a été un opposant farouche au régime du président Ibrahim Boubacar Keïta avant de ranger les armes et cheminer avec lui aux dernières heures de son magistère. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, notre invité est le président du Parina, parti pour la Renaissance nationale, Tchébélé Dramé. Tchébélé Dramé, bonsoir. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Vous êtes, je l'ai dit, un acteur, un visage connu de l'espace public malien. Vous êtes attendu pour cette émission. À vous de relever le défi d'être entendu. Je vous remercie de votre invitation et je suis à votre disposition. Et donc, nous sommes aussi suivis à l'international, pas seulement au Mali, parce que nous sommes suivis par plus de 44 pays. Donc, nous sommes à l'international, à Joliba TV News. Ancien, je rappelle, vous êtes ancien secrétaire général de l'UIEM, l'Union nationale des élèves étudiants du Mali, prisonnier politique du régime de Moussa Traoré. Vous avez été aussi détenu aussi au Kampara, à la prison de Kidal, Bouressa, Menaka, Talatay. Vous avez connu aussi l'exil politique, réfugié politique à Paris, à Londres. Vous avez travaillé aussi à Amnesty International, plusieurs fois ministre des Affaires étrangères tout dernièrement, ancien député de Nioro du Sahel. N'est-ce pas là le sens de votre engagement politique? Écoutez, on s'engage en politique parce que l'état du pays le nécessite. Vous savez, quand nous nous engagions depuis l'adolescence dans l'action politique, dans l'action syndicale, parce qu'il y avait un régime de dictature dans notre pays. Et tous ceux qui étaient jeunes à l'époque, et qui étaient conscients de cette situation, n'avaient presque pas d'autre choix que de s'engager dans ce combat pour la liberté, la démocratie et la justice. Ça coûtait beaucoup cher à ma génération. Plusieurs de nos camarades sont tombés. On parle plus souvent de Abdul Karim Kamara de Cabral. Il y a Chokari du lycée de Sévaré qui est tombé. Il y a Tangara de l'université de Dakar et bien d'autres qui sont morts parce qu'ils ont choisi de se battre pour que la démocratie soit au Mali. Quel est votre regard justement sur la politique au Mali, les acteurs politiques? Vous êtes vous-même politique, mais est-ce que pour vous, la politique hier, aujourd'hui, c'est la même politique? Les acteurs ont changé, c'est vrai, mais l'action politique, est-ce qu'elle a véritablement changé? C'est une question difficile. Chacun vous dira sa réponse en fonction de ce qu'il pense. Je pense qu'il y a un combat qui a été engagé bien avant nous par les pionniers, auxquels il faut rendre hommage. Ceux qui ont pensé que dès le 19 novembre 1968, que ce qui est arrivé n'était pas bon et qu'il fallait se lever et se battre contre. Et c'était une longue marche, une longue lutte des vétérans du Parti malien du travail et des organisations affiliées à ce parti-là. Et traversé 22 années et 7 mois de dictature militaire d'abord, ensuite de parti unique, et pour arriver à l'avènement de la démocratie en mars 1991, le succès de la révolution démocratique, l'éclosion des libertés, la reconnaissance de droits, de la liberté d'expression, de la liberté d'association, de la liberté de manifestation pacifique, de la liberté de diffuser ses idées à travers la presse. Vous savez, des gens sont allés en prison au Mali parce qu'ils avaient diffusé un seul tract, en 1974. Et ça leur a coûté les détentions dans les prisons les plus difficiles du pays. Inakounder, Aguelhok, Tessalit, Bouressa. Je me souviens pour Mohamedoun Diko, par exemple.
Ibrahim Ali, Alaman Samaseko et tous ces dévanciers qui ont payé pour un tract la liberté d'expression, pour la liberté de s'organiser, parce qu'ils avaient aussi un parti politique, ils avaient créé un parti politique. Et par la suite, il y a eu une sorte de chape de plomb sur le pays pendant toute la période. Leur tract, c'était pour dénoncer la farce électorale de juin 1974, parce que le régime militaire voulait se muer en civil sous la forme d'un parti unique et donc faisait adopter une constitution qui légalisait cet état de fait-là. Donc quand on va en prison pour un tract, quand on va en prison pour exprimer ses idées, quand on est obligé de se cacher pour se battre, alors avec le recul, on se rend compte que ce que nous avons aujourd'hui comme liberté, votre télévision, vos radios, les journaux, la presse malienne, c'est une éclosion démocratique fantastique que nous avons, que cela n'a pas été toujours le cas dans ce pays. Donc il ne faut jamais cesser de veiller, jouer un rôle de vigie, jouer la vigilance à chaque instant, parce qu'on le voit bien, nous ne sommes pas à l'abri de retournement des situations. Vous avez joué ce rôle-là, vous l'avez fait avec maestria, avec brio. On se rappelle aux premières heures du règne d'Ibrahim Boubacar Keïta. Je l'ai dit en introduction pour vous titiller un peu. Vous avez pratiquement rangé les armes avant de le rejoindre, cheminer avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé, Djibril Dramé? Il s'est passé que notre pays faisait face et fait face encore à une situation de fragilité extrême qui imposait aux acteurs politiques de tenir compte de cette réalité. Il s'est passé que les enfants des autres, du Bangladesh, du Togo, du Sénégal, du Bénin, prenaient le risque de venir mourir chez nous ici. Et que notre scène politique donnait l'impression quelquefois d'une certaine forme de récréation. Il s'est passé que quand nous mettions le nez à l'extérieur, en Afrique ou ailleurs, les gens nous interrogeaient sur l'état de notre pays et qu'est-ce qui s'est passé. C'est pourquoi a émergé, à la suite de contacts établis entre les deux protagonistes du second tour de l'élection de 2018, des contacts se sont établis et l'idée d'un contrat de gouvernance a émergé, un accord politique de gouvernance. Je le répète, je le dis, la partie de l'opposition à laquelle j'ai appartenu est allée au gouvernement sur la base d'un accord politique de gouvernance, d'un contrat. Dans ce contrat-là, vous aviez une question fondamentale. Pensions qu'il fallait organiser un dialogue politique national, ce qui a donné lieu au DNI, Dialogue national inclusif. Il y a également notre insistance pour qu'il y ait une appropriation nationale de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Vous savez, cet accord a été négocié en 2014 et 2015 et il n'y avait pas, et il n'y a pas encore d'ailleurs suffisamment d'appropriation nationale. Vous avez de nombreux cadres de ce pays, de nombreuses personnalités de ce pays qui parlent de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale sans l'avoir visité, sans l'avoir étudié sérieusement. Et nous avons exigé à partir de 2019 qu'il y ait une appropriation nationale qui devait nous conduire, et c'était ça la décision prise. Vous et qui? Je veux dire, l'opposition. Au commencement, l'opposition dans son ensemble. Okay. Les éléments pour un accord pour la paix. Est-ce que vous avez eu l'impression que l'opinion publique malienne avait compris ainsi? Parce que vous avez été très virulent, vous avez été un opposant farouche, hein, je le disais à l'introduction, vous avez même dit que le président était un président de fait. Comment vous pouvez accepter d'être dans un gouvernement de fait, Djibril Dramé? C'est parce que nous avons discuté avec le président et nous nous sommes entendus sur un accord de gouvernance qui s'appelait accord politique de gouvernance et qui prenait en compte les préoccupations que l'opposition d'alors avait. Et cette négociation n'a pas été menée en désordre. Ce n'était pas dans une bande dispersée. Elle a été menée au commencement par le chef de l'opposition d'alors, paix à son âme, Soumaïla Cissé. Et quand tout est fini, c'est à la dernière minute qu'il y a eu des considérations qui ont fait que toute l'opposition n'est pas venue au gouvernement. Et à l'époque, on s'était dit... Mais qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que justement, si vous critiquez, c'est tout simplement parce que vous voulez aller de l'autre côté, vous voulez aller à la sauce, comme le disent avec beaucoup d'ironie certains Maliens? Je voudrais d'abord vous rappeler qu'avant nous, plusieurs acteurs politiques sont allés au gouvernement sans contrat, sans accord politique, quasiment sans rien demander. Ils font partie de ceux qui aujourd'hui tentent de critiquer
ce que nous avons fait. Non, nous ne sommes pas allés les bras ballants. Nous sommes allés avec des valeurs, des principes. Nous sommes allés avec des exigences. Et tout cela s'est retrouvé contenu dans un accord politique de gouvernance. Parce que pour nous, il était important de stabiliser le pays pour éviter la déstabilisation du pays, pour éviter le chaos. Voyez-vous, avant cet accord de gouvernance, il y a eu une élection en 2018. Le parrainat et ses dirigeants ont pris leur bâton de pèlerin. Ils sont allés voir tous les acteurs politiques de la place. Ils leur ont dit, l'élection de 2018 est une occasion pour réaliser l'alternance. Mettons-nous ensemble. Choisissons celui d'entre nous qui est le mieux placé pour pouvoir réaliser cette alternance. Et pour nous, celui qui était le mieux placé pour réaliser cette alternance, c'était Soumaïla Cissé. Vous connaissez le résultat, il y a eu 24 candidats. Cela veut dire... Je rappelle que vous étiez le directeur de campagne. Oui, d'accord, oui, tout à fait. Mais avant cela, nous avons fait un travail auprès de la plupart des acteurs politiques qui sont devenus candidats par la suite. Cela veut dire qu'ils n'ont pas compris qu'il fallait s'unir pour réaliser l'alternance. Il y a eu 24 candidats. Mais ce n'est pas tout, c'est important. Entre les deux tours, dès le premier tour, nous avons entrepris tous ceux qui n'ont pas été qualifiés pour le second tour, pour leur dire, OK, maintenant, nous pouvons aller ensemble. Vous connaissez le résultat là aussi. Ceux qui ont réagi ont renvoyé dos à dos les deux finalistes. Les autres ont fait un silence de mort. Très peu ont soutenu Soumaïla Cissé au second tour de l'élection présidentielle. Très peu d'acteurs politiques ont soutenu Soumaïla Cissé. Donc quand nous les voyons aujourd'hui dire, bon, on peut même citer ceux qui ont soutenu Soumaïla Cissé. Choguel Maïga, en tant que Choguel Maïga, sans son parti, le MPR. Le parti n'a pas suivi. Ah, je n'ai pas souvenance que le MPR avait suivi Soumaïla Cissé. Mais Choguel Maïga avait suivi. Ça veut dire que Choguel n'a pas une même mise sur son parti. Comment il peut suivre et le parti ne suit pas? Je n'en sais rien. Vous lui poserez la question un jour. Je ne sais pas s'il contrôlait son parti ou pas. Konima Sidibé et son parti avaient soutenu Soumaïla Cissé. Mais je connais plusieurs avec lesquels nous avions signé un contrat, un accord pour soutenir l'alternance, qui ont disparu de la scène, qui se sont tus, qui ont fait le mort et qui n'ont pas soutenu Soumaïla Cissé. Donc, qui n'ont pas œuvré à réaliser l'alternance. Il y a eu une trahison pour vous. Non, je ne parle pas en ces termes-là. Je constate simplement que là où il fallait faire l'union pour réaliser l'alternance, selon les normes démocratiques, beaucoup n'ont pas répondu à l'appel. Et par la suite, quand on les voit dire aujourd'hui, ceci, cela, ça nous fait sourire un peu au parrainage. De voir ces acteurs qui auraient dû, au moment où il le fallait, se ranger, se ranger derrière le candidat qui était le mieux placé pour réaliser l'alternance. Nous l'avons fait. Nous nous sommes assumés, nous nous assumons. Quand nous avons vu que le pays périclitait, nous avons dit non, nous n'allons pas nous asseoir, croiser les bras et laisser le pays aller à volo. Parce que si le chaos s'installe, ça va coûter quoi à notre pays tout entier? Des gens viennent d'ailleurs pour soutenir notre pays, pour qu'il ne sombre pas, pour qu'il ne tombe pas. Et notre rôle, c'est l'union nationale. Nous n'avons pas varié. Nous avons pensé à cette période-là qu'il faut réaliser l'union nationale, qu'il faut réaliser le rassemblement national pour éviter que le pays ne sombre dans le chaos. Nous n'avons pas été compris. Il y a les tenants du chaos sur la scène politique. Il y en a encore aujourd'hui. Moi, je sors d'une réunion appelée par le Premier ministre pour que nous puissions nous entendre sur ce qu'il y a lieu de faire pour ce qui concerne. C'est-à-dire, comme ils ont intitulé la réunion, c'est pour s'entendre sur les objectifs de la transition. Parce que nous pensons toujours que l'union nationale, que le rassemblement national, que le consensus sont les réponses appropriées à l'état du Mali aujourd'hui. Mais c'était valable hier avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est pourquoi... Mais les mots étaient durs quand même à l'encontre du président. Bien sûr, vous savez, quand nous nous battons... Mais vous dites que le gouvernement est dans l'autisme, que le gouvernement n'entend pas, que l'échec est un fiasco démocratique, un fiasco de gouvernement. Les mots quand même étaient durs. Mais ce n'était pas seulement ce que vous dites. Nous avons critiqué également la mauvaise gouvernance du pays. C'était à l'origine, vous avez révélé des dossiers de corruption. Nous avons fait des révélations sur les dossiers de corruption. Nous avons dénoncé les détournements de deniers publics. Sans être un journaliste d'investigation, vous avez fait beaucoup d'investigations. Parce que nous avons un parti organisé, qui a des militants un peu partout, qui ont une forte conscience
du rôle qu'ils doivent jouer, de notre partition. Ce que je veux vous dire, c'est que ces critiques, ces dénonciations de la mauvaise gouvernance, du détournement des deniers publics, nous ne retranchons pas un seul mot de cela. Il faut que cela soit clair pour tout le monde. Nous ne retranchons pas un seul mot. Ça. Mais bien entendu, parce que nous nous assumons. C'est de la même manière que nous assumons l'accord politique de gouvernance. Nous pensons qu'en ce moment-là, au mois de mai... Est-ce que vous revendiquez le bilan d'IBK? Non, pas le chèque. Non, pas s'il y a chèque, il y a. Nous ne revendiquons pas. Non, le bilan d'IBK s'est étalé sur 7 à 8 mois, 7 à 8 années. Nous avons été là pendant 15 à 16 mois. Nous assumons le compagnonnage pendant 15 à 16 mois. Comment ça s'est passé votre premier conseil de ministre avec le président IBK? L'ambiance. Parce que nous, on ne sait pas, on n'est pas dans les secrets. Vous savez, les conseils... En politique, ça passe rapidement. L'ambiance du conseil des ministres, les délibérations du conseil des ministres sont confidentielles. Cela relève du secret d'État. Vous imaginez en train de me mettre à table pour dire voilà ce qui s'est passé au conseil des ministres. Vous avez définitivement à l'époque enterré l'âge de guerre. Ah, mais beaucoup plus. Nous avons travaillé ensemble pour éviter que le pays ne sombre. Nous avons travaillé ensemble sur la base de la confiance pour éviter que le pays ne sombre, pour défendre notre pays sur le plan international, mais le défendre sur le plan intérieur, pour que le Mali, par exemple, prenne le leadership de son processus de sortie de crise sur la question du Nord. Parce que vous savez, c'est la question la plus grave du pays. C'est la question à partir de laquelle tout est parti. Le Mali est tombé à partir de la question du Nord. Et nous avons pensé, c'était notre point de vue, bien avant la signature de l'accord. Vous savez, après le paraphe de l'accord, avant sa signature, le parrainat a publié un document que vous pourrez retrouver, qu'on a appelé Au-delà d'Alger. On pensait qu'Alger est une étape de la quête de paix au Mali et de stabilité, mais qu'il fallait plus, qu'il fallait qu'il y ait un dialogue intermalien. Cette période déjà, en mars 2015, le parrainat disait l'accord qui a été préparé à Alger, c'est une étape de la quête de paix et de stabilité au Mali, mais ce n'est pas suffisant. Qu'il faut que les Maliens se parlent, qu'il y ait un dialogue intermalien, qu'il faut une appropriation nationale de l'accord. Tenez-vous bien, ce mot, ce terme que vous trouvez dans l'accord politique de gouvernance, le contrat qui nous a liés au président IBK, déjà en mars 2015, nous le disions. Il faut une appropriation nationale de l'accord. Il faut que les Maliens se parlent. Il faut que les Maliens parlent des conditions de restaurer la paix, de leur cohabitation dans les régions qui sont en conflit. Donc, ce n'est pas d'aujourd'hui que datent les thématiques que nous continuons à utiliser. Donc, je vais vous dire, dans le cadre de l'exercice du leadership malien sur notre processus de crise, oui, nous avons travaillé avec le président. Nous nous sommes attaqués à la question du centre du pays, du centre de notre pays, si vous voulez. Mais c'est juste pour vous dire que le comité de gestion du centre du pays, qui est en place, qui était dirigé par le ministre Boubacar Gaoussou Diarra, paix à son âme, et qui est dirigé depuis quelques jours par Mohamed Lamine Aïdara, ce comité a été créé sur notre initiative. Retourné à juin 2019, le comité du Conseil des ministres qui a créé ce comité-là. Sur proposition du ministre des Affaires étrangères, le gouvernement a créé le comité chargé de la gestion politique du centre. Parce que nous avions une vision, nous voulions proposer que le Mali prenne en main la résolution, que la crise du centre n'est pas seulement un aspect d'insurrection djihadiste, que ça a aussi une dimension de contradiction sociale liée au terroir. Sans compter la cohabitation entre les différentes communautés du centre, qui ont été d'ailleurs cohabitation instrumentalisée par des acteurs politiques et qui nous fait que nous sommes aujourd'hui dans une catastrophe politique. Dernière question là-dessus, avant de rentrer dans les questions d'actualité. Je le disais en introduction, tout le monde le dit que vous avez du génie politique, mais est-ce que là, le fait de cheminer, je voudrais dire, avec le président n'était pas une erreur politique ou une erreur fatale? Vous savez, hier tout près... Vous n'avez pas perdu des points? J'en sais rien. Moi, je n'agis pas en fonction des points
à engranger ou à ne pas engranger. J'agis en fonction de ma conviction. J'agis en fonction de ce que je considère être l'état du pays. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait dès le premier mandat? Parce que dès le premier mandat, Ibeka, on pouvait dire qu'il avait besoin de l'ensemble des Maliens pour réussir son mandat. Vous auriez pu peut-être taire un peu vos contradictions, aller à l'essentiel, aller à l'unité nationale. Vous ne l'avez pas fait. Vous savez, dès le premier mandat... Vous avez fait 5 ans de dénonciation quand même. Vous savez, dès le premier mandat, nous avons apporté notre soutien à Soumaïla Cissé. Et dès le premier mandat, il était le chef de file de l'opposition. Et dès le premier mandat, s'il y avait un dialogue à instaurer avec Ibeka, c'était lui de l'instaurer. Comme il l'a fait après l'élection de 2018, comme il l'a fait à partir de janvier, à partir de février 2019. Donc, à ma connaissance, il n'y avait pas de main tendue réelle à l'opposition dès le premier mandat. Et donc, nous ne pouvions pas, en tant que parrainant, nous lever tout seuls pour dire que nous allons chercher à nous entendre. Donc la main est devenue réellement tendue après. Il y a eu, au lendemain de l'élection présidentielle contestée de 2018, nous avons manifesté, nous avons battu les pavés ici, nous avons pris la rue ici pour dire que l'élection de 2018 n'était pas une élection régulière, qu'il y avait de la fraude. C'est à la suite de tout cela qu'il y a eu, à partir de février 2019, des contacts entre le président Ibeka, Ibrahim Boubacar Keïta, et le chef de l'opposition malienne, Soumaïla Cissé, que nous avons soutenu et que beaucoup n'ont pas soutenu, que beaucoup se sont abstenus de soutenir pour réaliser l'alternance. Donc quand je vois qu'ils parlent de changement aujourd'hui, ça nous fait sourire, nous, au Parena, parce qu'ils ont refusé de soutenir Soumaïla Cissé. Vous parlez de qui concrètement? Parce qu'on sait que la langue de bois ne vous caractérise pas. Je parle de tous ceux qui ont refusé de soutenir Soumaïla Cissé en 2018 et qui ont même renié leur signature parce qu'il y avait un contrat avec Soumaïla Cissé que nous avons. Ils l'ont renié. Ils ont, au mieux, après avoir signé un contrat, ils ont renvoyé dos à dos les deux finalistes alors qu'ils s'étaient engagés à soutenir le candidat le mieux placé. Ils n'ont pas voulu les départager. Bien sûr, ils n'ont pas voulu, mais en les renvoyant dos à dos, hein, en les envoyant dos à dos, bien entendu, ça, ce n'est pas soutenir. Mais donc il y a de ça que chacun a su dire à ce moment-là, ce n'est pas le Mali qui compte, on va se chercher, chacun se cherche. Moi, je ne parle pas comme ça. Je constate simplement que l'écrasante majorité des candidats récalés, parce qu'ils étaient 24, n'a pas soutenu Soumaïla Cissé au second tour pour réaliser l'alternance, pour nous faire l'économie des situations d'incertitude et d'inconnu dans lesquelles nous nous trouvons. Parce que réaliser l'alternance par les urnes, par la voie démocratique, est toujours infiniment mieux que de s'engager dans les voies dans lesquelles nous sommes tenus. Donc nous, au Parena, nous ne sommes pas partisans du chaos. Nous n'étions pas partisans du chaos hier, nous ne le sommes pas aujourd'hui. Nous n'avons pas passé une nuit avec le chaos. Nous n'avons pas fricoté avec le chaos. Nous jouons le jeu de la République et de la démocratie. Ce qui a suffi que de notre analyse, nous avons fait un contrat avec le président Ibrahim Boubacar Keïta pour conjurer le chaos. Malheureusement, il y a eu les législatives de mars-avril 2020 qui ont été ce qu'elles ont été et qui ont donné naissance à ce qui est. C'est pourquoi d'ailleurs nous sommes un certain nombre à dire qu'il ne faut pas qu'au Mali on puisse dire qu'il y a eu en 2020 un coup d'État pour rien, qu'il faut tirer les enseignements du coup d'État, d'une élection dont les résultats ont été contestés, d'élections législatives dont les résultats ont été contestés. C'était le prolongement de tout ça qui a provoqué les événements qu'on connaît. Mais bien entendu, pour vous aussi, j'imagine, et pour tous les Maliens, bien sûr. Ce sont les manifestations qui ont commencé, d'abord contre le couvre-feu, ensuite contre les résultats des élections, et peu à peu, et qui ont fédéré... Est-ce qu'à l'époque, vous avez donné des conseils, des directives, des orientations? Est-ce que vous arrivez de dire un nom formel au président de l'époque? J'ai fait que donner... Vous savez, moi, j'ai le courage. J'ai le courage de mes opinions. J'ai le courage de mes opinions. On l'avait dit en introduction. Bien avant l'éclatement de cette crise, jusqu'à la gestion de la crise, je n'ai pas cessé un seul jour de dire ce qu'il faut faire, y compris de laisser ceux qui voulaient manifester le 5 juin d'exercer leur liberté, parce que c'est une liberté constitutionnelle de marcher. Y compris ça. Y compris leur faire une offre de dialogue avant qu'on aille très loin.
Donc, tout au long de la crise, je n'ai fait que donner des conseils. Maintenant, ne me demandez pas de détails. Vous avez à été la écouté, télévision. est-ce que vous avez été entendu? Non. Sur certains sujets. Par exemple, il n'y avait pas eu d'interdiction des manifestations tout au long de cette période-là. Pourquoi vous n'avez pas anticipé, aller à la rencontre des acteurs, échanger avec eux, puisque vous prenez ici le dialogue national, le dialogue entre les fils du pays. Mais d'abord, tout ça aurait pu être canalisé. D'abord, le gouvernement d'alors a fait une offre de dialogue, où il y a eu des tentatives de dialogue, mais au-delà, je peux vous dire que le Parena, en tant que parti libre, a pris contact avec des acteurs, des dirigeants de M5, pour leur dire attention, si ça continue, le régime pourrait s'écrouler et tomber. Donc, parlons-nous, trouvons un compromis démocratique pour sauver notre pays. Nous n'avons pas cessé. Nous n'avons pas cessé. Et ces acteurs sont vivants. Ceux du Parena qui sont allés leur parler sont vivants. Nous n'avons pas cessé de chercher un compromis au regard de la gravité de la situation du pays. Cela veut dire quoi? Nous nous assumons en toutes circonstances. Hier, j'ai rencontré un des porte-parole de M5 qui m'a dit peut-être que ça aurait été mieux si vous nous aviez rejoints à un moment donné. Je dis ah bon? Donc c'est aggraver la situation du pays? Sauter du navire parce qu'il est en train de s'écrouler? Cela ne sera pas dit de moi, cela ne sera pas dit de mes enfants. Que votre père a sauté du navire au moment où il allait s'écrouler? Jamais de la vie. Nous allons assumer ensemble. Vous savez, quand le Parena a critiqué les violences des 10, 11, 12 juillet 2020, nous étions au gouvernement. Mais quand ces violences ont eu lieu, retrouvez le communiqué du parti a publié à l'époque. Très clairement, nous avons dit ça ne devrait pas arriver. Ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Les circonstances de l'usage de la force, ce n'était pas bien. Beaucoup s'attendaient à ce que l'on sautât du navire. Non, nous allons rester jusqu'au bout. Ça ne nous ressemble pas et ce n'est pas bon de cultiver de tels exemples dans un pays. Ça chauffe, allez hop. De toute façon, ça ne nous ressemble pas. C'est une victoire du peuple ou c'est un complot contre la démocratie? Parce qu'un président, lui, quand même, a été débarqué. Non, ce n'est pas un complot contre la démocratie. Le droit de manifestation pacifique est un droit constitutionnel. Nous nous sommes trop battus pour ça, n'est-ce pas? C'est pourquoi, je vous le dis encore, je faisais partie. Pour rester dans une certaine limite, je faisais partie de ceux qui ont plaidé pour que la manifestation du 5 juin ne soit pas réprimée. Non, interdite tout court. Interdite tout court, ne soit pas. Et finalement, le gouvernement a pris la décision démocratique, la seule qui vaille, de ne pas l'interdire et d'autoriser toutes les autres. Vous connaissez beaucoup de pays, pas seulement en Afrique, dans le monde, où les gouvernements arrivent à prendre des décisions pour pouvoir interdire des manifestations. Donc pour nous, nous sommes démocrates jusqu'au bout. Nous sommes allés à la rencontre d'Ibeka sur la base d'un contrat, sur la base d'un accord politique de gouvernance qui prend en compte nos préoccupations d'alors. Je ne peux pas dire que toutes ces préoccupations ont été prises en compte, loin s'en faut. Sinon, il y aurait eu au moins des élections transparentes. Vous savez, la Cour constitutionnelle a annulé l'élection des députés qui étaient les députés de notre parti. Oui, vous voyez, n'est-ce pas, Kati, par exemple. Oui. Donc, considère que le droit de manifestation est un droit constitutionnel. C'est normal que ceux qui ont voulu manifester pour protester contre ça, protester, c'est évident. Il faut que ce droit de manifestation pacifique continue d'être respecté dans ce pays, quels que soient les gouvernements, quelles que soient les situations qui sont en place. Maintenant, une action s'est terminée comme elle s'est terminée, c'est regrettable qu'elle se soit terminée comme elle s'est terminée. Mais je ne considère pas ça comme un complot contre le Mali. C'est la suite normale de l'évolution politique, des luttes dans un pays. On ne peut pas voir dans chaque acte qui est posé, on ne peut pas voir dans chaque acte qui est posé un complot contre la démocratie. Non, ce n'est pas ma lecture de la situation. C'est arrivé. Moi, je trouve que c'est regrettable, qu'on aurait pu trouver un compromis,
Bon, parce qu'on a vu sur la scène politique des imams, est-ce que ça, c'est pas aussi des religieux, je veux dire, est-ce que c'est pas l'échec aussi des politiques? Est-ce que quelque part l'offre politique n'est pas meilleure, donc le citoyen se cherche, donc il peut écouter un discours autre que celui qu'il a l'habitude d'entendre. Est-ce que ce n'est pas l'échec de la classe politique? Non, c'est pas l'échec de la classe politique. L'islam politique au Mali est né, de mon point de vue, à la suite de l'affaire du Code de la famille. Avec Atiti. C'est ça. L'islam politique est né à partir de ce moment-là. 2009. Les imams, les chefs religieux sont des citoyens maliens. Personne ne peut leur dénier leur droit de s'intéresser aux affaires de la cité. Et ils l'ont fait souvent bien à propos. Ils l'ont fait souvent en donnant des conseils de modération, d'apaisement pour la stabilité du pays. Donc, ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui dans une période faite d'incertitude que nous devons dire ah non, les imams auraient dû rester chez eux ou les chefs religieux. Non, les chefs religieux sont partie intégrante de la société malienne. Ce sont des guides religieux. Ce sont des citoyens maliens. Si les choses se passent bien, ils doivent pouvoir continuer à dire leurs opinions. Si ça se passe mal, ils doivent le dire. Et donc il ne faut pas mettre à l'écart. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Non, la question n'est pas que c'est une mauvaise chose en soi, c'est que ce sont des citoyens maliens, des citoyens maliens, oui, quel que soit leur statut. Même chefs religieux ont le droit de dire leurs opinions sur la marche du pays. Quand ça ne va pas, ils ont le droit de le dire. Actons cela, prenons acte de cela, ça fait partie intégrante de notre démocratie et de notre engagement pour notre pays. On ne peut pas dire que non, il y a une catégorie de Maliens qui s'appellent les hommes politiques qui ont le droit et puis les autres n'ont pas le droit. Ça, c'est quelle façon de faire? Si les hommes politiques disaient cela, faisaient cela, vous auriez été les premiers à les critiquer. Ok, parlons maintenant de l'actualité. La transition, le président de la transition s'appelle le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, son premier ministre Choguel Mega. Est-ce que ces deux têtes à la tête de l'exécutif malien, est-ce que ça rassure? Il dit de Choguel qu'il est un homme d'expérience, qu'il connaît la politique, qu'il connaît les dossiers, qu'il connaît les hommes. Est-ce que ça vous rassure tout ça? Vous savez, nous, par ENAM, nous avons condamné le coup d'État d'août 2020. Nous l'avons condamné et nous avons réclamé le retour à la légalité constitutionnelle parce que nos convictions démocratiques font que nous ne pouvons pas passer une nuit avec ce genre de croyances. Comme nous avions... Comme aujourd'hui. Ah non, bien entendu. Mais j'étais en train de rappeler qu'en 2012, il y a eu un coup d'État aussi contre la démocratie. Nous avons été en première ligne dans la condamnation de ce coup d'État pour réclamer le retour à la légalité constitutionnelle. Donc nous ne varions pas sur les sujets. Nous avons dit, nous avons tout fait pour éviter le coup d'État de 2020. Nous avons tout fait. Tout fait, je vous dis, tout fait pour que ça n'ait pas lieu. Ça ait lieu. C'est notre pays qui était déjà dans une crise. Une crise s'y ajoute. Peu importe les raisons pour lesquelles nous sommes là, nous devons travailler pour la stabilité de ce pays, pour qu'il n'y ait pas de soubresauts qui nous tirent en arrière. C'est pourquoi, quand il y a eu le coup du 24 mai, nous nous sommes exprimés clairement aussi. Oui, tout à fait. Nous nous sommes exprimés clairement, là aussi. Parce que nous, nos positions ne dépendent pas des circonstances ou des individus. Nous avons des principes pour la République et pour la démocratie. Et il est souhaitable qu'il en soit de même pour tout le monde. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a ceci ou cela, un tel. Non, nous avons les mêmes principes. Nous sommes encore une fois face à notre pays, qui a des défis incroyables, qui vit des crises multidimensionnelles. Notre préoccupation première doit être de stabiliser. Donc, comme en août et en septembre dernier, aujourd'hui encore, nous cherchons à œuvrer pour la stabilité de notre pays. Alors, il y a un président de transition, il y a un premier ministre civil. Nous avons dit à l'époque ce que nous pensions de cela. Mais un mois après, je ne crois pas nécessaire de renouveler nos critiques, dans la mesure où nous avons commencé à travailler pour la stabilité. Je sors d'une réunion présidée par le Premier ministre au CICB. J'espère qu'elle s'est bien terminée parce qu'il y avait un peu de tension dans l'air. Mais c'est vous dire simplement que nous ne voulons pas renouveler les critiques. Parce que renouveler les critiques d'il y a un mois, ça veut dire que nous faisons d'abord du surplace.
que nous refusons d'avancer, alors que nous voulons qu'on avance. Nous voulons œuvrer à la stabilisation de notre pays. Parce que vous savez, au-delà de ce qui se passe à Bamako, nous avons des jeunes Maliens, des troupes sur le terrain, qui sont, pour certains, sur la braise depuis janvier 2012. Depuis l'éclatement de la rébellion MNLA, nos femmes sont sur la brèche, sans grosse possibilité. Et ça, vous ne l'avez pas compris hier, Tchéblé Dramé. C'est là où il y a le paradoxe. Nous avons Parce que vous comptez les morts à chaque fois. Mais bien quand entendu. vous tirez à boulet rouge sur le régime Ibeka. Mais bien sûr. Non, mais ça, c'est un travail à faire. Nous étions dans l'opposition. Nous nous comportions comme une opposition, apportant notre soutien à nos forces armées et de sécurité, déplorant les défaillances de gouvernance, déplorant les manquements qui ont conduit à la fragilisation de nos forces. Nous l'assumons. Maintenant, il y en a qui souhaitent, il y en a qui souhaitent que, mais pourquoi vous n'avez pas fait ça quand vous étiez au gouvernement? Mais quand nous sommes au gouvernement, il y a d'autres qui étaient dans l'opposition. Vous devriez plutôt poser la question à ceux qui étaient dans l'opposition. Pourquoi vous ne faisiez pas le travail du parrainage? Pourquoi vous n'avez pas managé le président Ibeka, mais vous managez les acteurs de la transition? Vous avez peur de quoi, Tchéblé Dramé? Nous n'avons absolument peur de rien. Nous avons peur pour le Mali. Nous avons peur pour l'État. Le même réflexe qui nous a conduit. Vous êtes dans un positionnement peut-être pour la présidentielle, la prochaine présidentielle. Il ne faut pas heurter, il ne faut pas choquer, déranger ou souvent même avec les prises de position. Mais si c'était cela, nous n'aurions pas critiqué le coup d'État du 24 mai. Si c'était un communiqué timide. Hein. Non, timide? Je ne parle pas de 2012, 24 mai. C'était un communiqué timide. Nous avons continué à dire ce que nous pensons de la marche du pays, mais avec la conscience aiguë de la gravité de la situation du pays, avec une conscience aiguë de la gravité. Vous savez, il y a le nord, mais vous avez le centre, où il y a une crise multidimensionnelle. Il y a une crise qui est à l'origine de l'insurrection djihadiste. Mais à côté de cela, il y a les relations intercommunautaires au centre, qui ont pris des tournures violentes et qui continuent de prendre des tournures violentes. Écoutez, nous sommes des Maliens, nous sommes des citoyens maliens, comme les citoyens de tous les pays. Nous aspirons à un pays en paix, un pays stable. Nous devons tourner une partie de nos énergies vers la recherche de solutions, de propositions, de pistes tendant à stabiliser notre pays, tendant à apaiser notre pays, comme vous avez utilisé le terme, et puis que nous puissions nous lever après nous être débarrassés de toutes ces entraves qui clouent le Mali au sol. Et parmi les entraves qui clouent le Mali au sol, il y a bien entendu les rébellions, les insurrections djihadistes et les activités des groupes terroristes tout au long du pays, toute la bande du Sahel occidental. Mais il y a aussi la mauvaise gouvernance. La mauvaise gouvernance est au cœur de la crise malienne. Il faudrait amener les Maliens à mobiliser les énergies pour trouver une solution. Pour vous, quelles doivent être les priorités de la transition? Est-ce les assises de la refondation ou l'organisation d'élections présidentielles ou d'élections tout court? Vous dites que nous ne critiquons pas la transition actuelle. Je crois que nous avons été parmi ceux qui ont... Il dit vous semblez jouer à la carte de la prudence. C'est pas ça. Mais nous avons été les premiers, je crois, à critiquer l'évocation des assises de la refondation. Et le Premier ministre, en réunissant son cabinet le 13 juin, a dit que sur l'instruction du président, il y aurait ceci, cela. Nous l'avons critiqué. Nous avons dit qu'il y a eu un dialogue national inclusif dans ce pays-là, que la quasi-totalité des Maliens y étaient. Eux, ils n'y étaient pas, parce qu'ils étaient dans la logique que nous connaissons. C'était quelle logique? Mais c'était la logique de la déstabilisation du régime. C'est évident, c'est pourquoi ils n'étaient pas... Votre rôle, là, c'est ça? Les rôles étaient renversés. Ça, ils l'ont vraiment joué très mal. Les rôles étaient renversés. Non, ils l'ont joué très très mal parce que quand le pays tout entier se retrouve pour une sorte de conférence nationale, qui était le dialogue national inclusif, à mon avis, il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison de ne pas y aller. Mais alors, ce n'est pas parce qu'eux, ils ne sont pas allés au dialogue national inclusif que maintenant qu'ils sont au pouvoir à la faveur des derniers événements, ils disent qu'il faut faire des assises nationales de la refondation. On a dit, mais attendez, on va faire ça quand?
Dans combien de temps? Il faut éviter de recourir à des initiatives qui divisent le pays. Nous sommes aujourd'hui dans le temps du rassemblement du pays, dans le temps de l'union nationale pour relever les défis multiformes auxquels notre pays est confronté. Nous sommes dans le temps du consensus. C'est même une transition. Pour quelles raisons prendre des initiatives qui divisent le pays? Nous avons dit, par exemple, pas besoin de ces assises de la refondation, parce que les problèmes du Mali sont connus, ils ont déjà été diagnostiqués au DNI en décembre 2019. Pour quelles raisons on va revenir à ça? Nous allons plus loin. Nous avons dit une révision de la Constitution est sans doute nécessaire. Mais attention, les révisions de la Constitution au Mali ont toujours provoqué des problèmes. Il y a eu plusieurs tentatives. Le président Konaré avait essayé. Lui, il a eu la sagesse quand il a constaté que donc tout de suite, il a retiré le projet. Ensuite, il y a eu la révision tentée par le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme, et qui n'a pas eu lieu à cause du putsch de 2018. Ensuite, il y a eu la tentative du président Ibeka qui a tourné court grâce à la mobilisation exceptionnelle de Ante Abana, mais qui ne s'est pas engagé dans une logique déstabilisatrice. Non. Il est resté sur des bases démocratiques pour dire non, ce projet-là, il faut le retirer et il faut l'enterrer même, etc. Donc, si on veut soulever aujourd'hui une question de révision de la Constitution, c'est qu'on voudrait entraîner la transition dans un chemin hasardeux et tortueux. Il faut renoncer à la révision de la Constitution, etc. Donc, aujourd'hui, il y a lieu de se concentrer sur l'organisation de la présidentielle et des législatives. Ce qui s'est passé au Burkina et au Niger nous montre que c'est possible de faire ces deux élections le même jour. Donc, concentrons-nous sur ça. Nous n'avons plus d'ailleurs que 7 à 8 mois. On a juste le temps de s'engager dans cette voie. D'où les débats qui sont en cours aujourd'hui. Bientôt, vous serez sur le terrain pour qui organise. Vous serez candidat à la présidentielle de février 2022? Si j'étais candidat, ce ne serait pas sur votre plateau de télévision que j'allais annoncer, premièrement. Deuxièmement... Mais quand vous serez candidat, vous viendrez informer? Non, je pense qu'il y aura d'autres, il y aura des assises, j'allais dire, compétentes pour connaître d'une telle décision et pour annoncer une telle décision qui ne peut pas se faire, n'est-ce pas, de façon cavalière sur un plateau de télévision. Mais je continue pour dire que moi, j'ai démontré dans l'histoire récente du pays que je suis capable de m'éclipser pour soutenir un autre candidat en vue d'un objectif stratégique qui était l'alternance. Je dis encore une fois. C'était en 2018 ? Oui, en 2018. Oui, en 2018. Ouais. Je l'ai démontré ou pas? Que vous n'avez pas aussi une grande force, capacité de mobilisation sur le terrain. Donc c'était une stratégie politique. C'est certain là. Les détecteurs, les détecteurs. Oui, c'est certains peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Et en tout cas, il y a 24 candidats. Moi, je n'étais pas parmi ces 24 candidats. Okay. Moi, je n'ai pas contribué à la dispersion en ce moment-là. Plus grave, je n'ai pas refusé de soutenir le candidat qui avait le plus de chances de réaliser l'alternance. Beaucoup ont refusé de soutenir le candidat qui avait le plus de chances pour des raisons inconnues. Moi, je ne sais pas, vous leur demanderez un jour pour quelles raisons ils n'ont pas soutenu le candidat qui avait plus de chances. Je vais dire aujourd'hui, notre pays est dans une situation extrêmement difficile. Nous devons tous nous préoccuper de la façon de sortir ce pays de la situation dans laquelle il se trouve. Nous devons nous préoccuper d'un projet collectif. Nous devons nous éloigner un peu des projets qui ne sont pas collectifs. Ensuite, nous devons nous fixer des horizons. L'horizon immédiat aujourd'hui, c'est œuvrer à la stabilité de la transition. Inviter les autorités de transition à réaliser le consensus au maximum. Inviter le pays tout entier à apporter le soutien moral et matériel dont nos forces ont besoin sur le terrain. Nos forces et leurs camarades étrangers qui sont venus les défendre. Nous devons nous engager dans cette voie-là. Chiblé Dramé, vous étiez tout dernièrement dans un passé récent, vous étiez à la tête de la diplomatie malienne. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler des relations du Mali avec le Maghreb? Rapidement, avant de donner la parole aux citoyens, aux Maliens qui nous regardent en ce moment sur Djoliba TV News. Nous avons la chance d'avoir
3 principaux voisins dans le nord-ouest de l'Afrique. Vous avez la Mauritanie, avec laquelle nous avons 2237 km. La plupart des régions maliennes sont frontalières avec la Mauritanie. Ça veut dire que la Mauritanie, c'est nous-mêmes. Et bien entendu, nous devons œuvrer au renforcement des relations avec ce pays. La stabilité de ce pays doit nous servir à stabiliser notre pays. L'Algérie, vous avez vu, nous avons été à côté du peuple algérien quand il en avait besoin dans sa lutte pour l'indépendance. Je crois que les Algériens ne l'ont pas oublié. Ils n'ont pas la mémoire courte. Ils ont été aux côtés du Mali. Dans toutes les crises, même celles sans négociation, c'est-à-dire en 63-64, l'Algérie a été à nos côtés. Et puis, chaque fois qu'il y a négocié, en dehors de l'accord de Ouagadougou, tous les autres accords de paix au Mali ont été négociés en Algérie. Donc ça continue encore le rôle qu'il joue. Nous avons un autre voisin, c'est le Maroc. C'est peut-être pas un voisin géographique et physique, mais c'est un voisin par l'histoire. C'est un voisin par le sang. Vous voyez la communauté entre les deux peuples. Donc je pense que les pays du Maghreb arabe sont des pays frères et amis du Mali, ont des relations spéciales avec ce pays-là. Et nous devons le continuer. Parce que d'abord, une bonne partie de notre population est arabe. Et nous partageons, vous voyez, les massifs montagneux, que ce soit du Hogar ou de l'Adrar qu'on appelle l'Adrar des Ifras, ou les Tanezrouf. Vous savez, cette immensité désertique au nord de notre pays, où il y a Taoudeni, mais que nous partageons également avec les voisins. Mais tout ça fait qu'il y a des liens spéciaux que nous devons créer. Et ces pays nous aident dans la résolution de nos crises. Nous devons nous orienter davantage. Et d'ailleurs, je pense que c'est le cas. Les gouvernements du Mali sont bien conscients que l'Algérie et la Mauritanie... L'Algérie, ce n'est pas un voisin qui nous veut du mal, comme le disent aussi certains observateurs. Non, il ne faut pas dire ça. Qui a dit ça? Il ne faut pas dire ça. Non, qui dit ça? Il dit certains Maliens le disent. Ah bon, non, j'espère que ce n'est pas vous. On relaie l'opinion publique, c'est-à-dire les propos de l'opinion publique. Non, ce n'est pas un voisin qui nous fait du mal, c'est un voisin qui vous savez, il y a quelques mois, ils nous ont livré je ne sais pas combien de tonnes de matériel. Il y a juste au mois de mars l'année dernière, l'Algérie est aux côtés du Mali. Comme la Mauritanie, cela va tellement de soi, parce que la Mauritanie, c'est le diplomate qui parle, c'est le citoyen malien. C'est le citoyen malien qui parle, qui connaît cette réalité-là. Okay. La Mauritanie, c'est nous-mêmes. Moi, je viens de Nioro du Sahel, vous savez qu'on est totalement frontalier avec la Mauritanie, avec plusieurs villes mauritaniennes. Donc la Mauritanie, c'est nous-mêmes. Elle a été à notre disposition, elle est encore à notre disposition. Okay. Le Maroc, mais vous êtes allé à Marrakech, vous avez vu Tombouctou, vous avez vu comment... la réalité de ces deux villes évoque l'histoire commune que nous avons, même si nous n'avons pas de frontières géographiques. Nous avons des liens, nous sommes voisins par l'histoire et par le sang. Il faut travailler à la pacification des relations avec Absolument, avec je pense que ça c'est un chantier immense devant le Mali. Et pour la stabilisation de notre pays, nous avons besoin de recourir à nos voisins du nord-ouest africain et à améliorer nos relations. Merci Tcheblé Dramé. Nous allons maintenant à présent entamer la rubrique questions directes, parole aux citoyens, avec la permission de la réalisation. Questions directes. On sait que vers les années 80, M. Tcheblé Dramé était activement opposé au régime du général Moussa Traoré et à son âme. Alors j'aimerais savoir si toutefois la transition actuelle du Premier ministre, M. Chodiel Kokala Maïga, ne lui rappelle pas par hasard le régime qu'ils ont appelé dictatorial de feu Moussa Traoré. Merci. Bonsoir à vous qui êtes sur le plateau et à tous les téléspectateurs et téléspectatrices. Je suis Makolo Mamadou Segneda, enseignant et étudiant, puisque diplômé des IFM et étudiant finaliste à l'école normale d'enseignement technique et professionnel. J'aimerais savoir pourquoi M. Tcheblé Dramé ne se fait pas entendre à travers les débats, les conférences et toutes les opportunités qui s'offrent à lui, sauf s'il n'est plus aux affaires. Merci. Bonjour M. Dramé, j'ai une question pour vous. Nous sommes à 8 mois de la fin de la transition. Quelles sont les réformes qui vous semblent prioritaires? Les réformes qu'il
faut nécessairement mener avant la fin de la transition, les réformes qu'il faut nécessairement mener avant d'organiser des élections libres, démocratiques et transparentes. Bonsoir à tous. Alors ma question est la suivante. Pendant des décennies dans la politique malienne, on constate pratiquement que les lignes ne bougent pas et sur tous les plans. Alors quelle est votre part de reproche? Sinon, qu'est-ce que vous vous reprochez en tant qu'un acteur de la démocratie malienne s'agissant du retard du Mali? Merci. Bonsoir Excellence, Tcheblé Dramé. Moi c'est Alusseini Touré. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez des nouvelles autorités actuelles de la transition. Pensez-vous que les dates pour la date indiquée pour la tenue des élections est tenable? Voilà, merci beaucoup. Camille, c'était là les questions directes des téléspectateurs. Vous avez maintenant la parole pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Vous me permettrez de ne pas répondre à l'ordre parce qu'il y en a certaines qui sont liées. Al-Husseini Touré demande que pensez-vous des autorités actuelles de la transition? Est-ce que les dates sont tenables? Honnêtement, ce que je pense des autorités actuelles de la transition n'est pas important. Ce qui est important, c'est que nous nous mettions d'accord sur ce qu'il y a lieu de faire entre maintenant et la fin indiquée de la transition. Je pense que si nous prenons ce chemin, il n'y a pas de raison que nous ne nous mettions pas ensemble. Je ne connais pas de gouvernement au monde qui serait hostile à réaliser un consensus autour du pays. C'est pourquoi nous n'avons pas cessé d'inviter les nouvelles autorités, celles qui sont en place depuis un mois, à réaliser le consensus, à s'asseoir autour d'une table pour discuter de ce qu'il faut faire et ce qui est possible dans le temps qui nous sépare de la fin de la transition. Je crois que c'est ça qui est le plus important. À cela, il y a la question sur quelles sont les réformes prioritaires. Nous l'avons dit. Les réformes prioritaires urgentes, ce sont les réformes relatives à l'organisation d'élections transparentes et crédibles. Nous sommes là aujourd'hui parce qu'il y a eu un coup d'État en août 2020 à la suite d'élections contestées. Nous devons tirer tous les enseignements de cette situation pour mettre en place un mécanisme qui nous permet d'organiser des élections propres. Et ce mécanisme-là, tout le monde en convient, dit c'est l'organe unique de gestion. Il y a des questions. Si nous avions commencé à mettre l'organe unique de gestion en place en octobre 2020, peut-être qu'on aurait fini de le faire. Il se trouve qu'on n'a pas encore commencé et que nous sommes en juillet 2021. C'est pourquoi nous devons trouver un compromis entre les organes du statu quo ante, c'est-à-dire la CENI, la DGE, l'administration et l'organe unique de gestion. Et ce compromis, le Parina l'a proposé hier formellement au chef du gouvernement de transition. C'est-à-dire c'est un organe transitoire qui peut être mis en place avec un chronogramme appuyé que nous avons, qui peut être mis en place dans les 6 mois, 7 mois. D'ailleurs, les experts de la société civile sont d'accord avec cela, plusieurs partis politiques sont d'accord avec cela. Je pense que nous devons nous faire confiance, acteurs maliens, gouvernants maliens, pour aller dans le sens de cette troisième voie qui n'est ni le statu quo ante, ni l'organe unique de gestion dont la mise en place risque de prendre 10 à 12 mois, donc nous entraîner vers un glissement. Le compromis que propose le Parena, à mon avis, est un compromis réalisable, il est réaliste, il est possible. Engageons-nous dans cette voie. Seulement, pour nous engager clairement dans cette voie, il faut dissiper tout le flou qu'il y a. Il faut que le chef du gouvernement de la transition dise clairement au pays qu'il est aussi attaché au respect scrupuleux des délais qui ont été fixés. Je pense que si cette ambiguïté est levée, et j'espère qu'elle sera levée, parce que je l'ai rencontré hier, et ce n'est pas parce que je l'ai rencontré que ça change, je sais simplement. Je pense qu'il est par son propre raisonnement, sa propre évaluation de la situation, et parce qu'il y a un engagement présidentiel. Le président de la transition, lui, n'a pas varié sur le sujet. Il a dit les échéances seront tenues. Le ministre de l'administration territoriale a dit à l'ouverture de l'atelier qu'il n'y aura pas un jour de plus. Je pense qu'il est bon donc que
nous nous engageons tous dans cette voie et que le Premier ministre, chef du gouvernement, parle de cette manière-là. Alors, est-ce que je considère Choguel Maïga comme étant... Choguel Maïga est un héritier du régime de l'UDPM, mais il est dans un contexte démocratique qui ne lui laisse même pas de choix. À mon avis, il est obligé de tenir compte du cadre démocratique et républicain malien. Et c'est pourquoi nous discutons avec lui, quelquefois nous polémiquons avec lui, et quelquefois nous nous voyons pour avancer ensemble dans la même voie. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Maintenant, il y a je crois que c'est quelqu'un qui a dit, est-ce que les lignes ne bougent pas depuis qu'il y a l'avènement de la démocratie? Non, les lignes ne bougent pas, le pays avance. Le pays avance quelquefois, il recule, mais on peut faire 2 pas en arrière et puis sauter pour aller de l'avant. Nous avons cette possibilité de sauter pour aller de l'avant en organisant des élections propres dans 7 mois et après l'élection, faire en sorte qu'il s'ouvre une période de renouveau démocratique, une sorte de transition post-électorale, une période d'union nationale au cours de laquelle nous allons nous atteler à résoudre les gros problèmes de notre pays. Faire les réformes, s'attaquer à la gouvernance qui est au cœur de la crise malienne. Faire en sorte que nous ayons un État qui est respecté, qui combat le laxisme, qui combat l'indiscipline, qui combat le laisser-aller. Sans combat contre la mauvaise gouvernance, sans combat contre l'infraction, contre le laisser-aller, contre l'indiscipline, contre le laxisme, il ne sera pas possible de construire un État. Or, notre défi, c'est construire un État malien qui va permettre au Mali et au peuple du Mali d'aller de l'avant. Et c'est là, il faut que nous nous assignions cette tâche-là dès après les prochaines élections. Tchiblé Dramé, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. La relation me signale que nous sommes à la fin de l'émission. Rapidement, si vous avez un dernier mot pour les téléspectateurs maliens et africains qui nous regardent en ce moment. Rapidement, 30 secondes. Notre pays est dans des difficultés, c'est incontestable, mais il ne faut pas désespérer du Mali. Nous avons encore des ressorts. Faisons en sorte que ce reste de transition se passe bien, qu'il se termine par des élections propres et ouvrons une période de renouveau démocratique. Ouvrons une période de transition post-électorale, d'union du pays, de rassemblement du pays, pour attaquer toutes les difficultés qui entravent notre marche en avant. Le Mali est comme cloué au sol. Faisons en sorte de l'arracher au sol pour qu'il décolle. Et c'est là, nous pouvons le faire si nous réussissons des élections propres dans quelques mois et si nous nous mettons ensemble. Parce que le leitmotiv pour le Mali et les Maliens, c'est nous mettre ensemble, nous unir, nous rassembler, créer le consensus, sans lequel d'ailleurs on ne peut pas faire de réforme. Se mettre ensemble, ce sont là pour faire le Mali de demain, ce sont là les mots de Tchiblé Dramé, président du Parina, Parti pour la Renaissance nationale. Monsieur Tchiblé Dramé, merci d'être là. C'était un plaisir de partager cette avec vous. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission que j'ai eu l'immense plaisir de présenter. Merci de votre fidélité toujours renouvelée au programme de Djoliba TV News. En toute liberté.